Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Je vous remercie d'abord pour votre fidélité. Je reçois aujourd'hui un activiste de la diaspora politique. Je vais lui laisser le soin de se présenter et vous permettre ainsi de le découvrir. Mon cher invité, vous avez la parole. Si vous pouvez aider nos téléspectateurs à se rapprocher de vous en faisant votre connaissance, bien sûr. D'accord. Écoutez, André, merci d'abord à toi, mais qui m'a invité ici pour pouvoir m'exprimer et m'adresser à nos compatriotes. Je suis Eugène Fernand Bello, né à Poto, hein, d'accord. J'ai quitté le Congo il y a très longtemps, sous Marien Ngouabi. Le 26 septembre 1976, Marien Ngouabi est encore au pouvoir. Cela fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps. Bien longtemps. C'était le pays de vous manquer. Bien sûr. C'était pour venir faire des études supérieures ici en France, donc c'était à Bordeaux. Donc je croyais, moi, après avoir fait mes films d'études, donc rentrer au Congo pour servir mon pays, notre peuple, et puis le continent africain, bien entendu. Malheureusement, un an après, Marien Ngouabi fut assassiné. Qui pouvait l'imaginer dans son bunker? Moi, je l'appelais bunker. Marien Ngouabi assassiné le 18 mars 1977. Je n'en revenais pas. Personne ne pouvait imaginer ça au Congo. Marien Ngouabi assassiné. Mais par qui donc? Grande question. Et alors, personne ne savait qui. Mais comme on dit, la vipère était dans la maison. Ça ne pouvait être que celui à qui il avait confié tous les postes clés. Sécurité d'État, ministre de la Défense, il gérait tout. Donc le criminel ne pouvait qu'être que cette personne-là. C'est Sassou Nguesso. Sous la complicité, bien entendu, de la France. Parce que Marien Ngouabi, lui, ne voulait pas céder la gestion du pétrole par d'autres. Il fallait donc former des cadres. Et ça, c'était la pensée de Marien Ngouabi, qui était rentré dans la ligne de Massama Deba, qui ne voulait pas que le pétrole, bien congolais, soit exploité sans que le Congo ait ses propres cadres. Bonne vision, mon frère. Et Sassou, c'est vraiment un monstre. Moi, je l'appelle cancre, mais épiscopate. Hein. C'est lui, un ex-agent secret français, où il est toujours d'ailleurs. C'est lui, contacté par la France, corrompu par la France, qui va donc le pousser à commettre cet acte-là, criminel. On a assassiné Marien Ngouabi, et l'enquête avait montré, le docteur Koukambemba, qui avait examiné son corps, il dit, mais attends, si je me vu un corps qui n'a pas d'impact de balle, qu'est-ce qui t'a... Quelle est l'origine ou qu'est-ce qui a fait qu'on t'assassine, quoi? Puisque je ne vois pas de balles dans le corps. En fait, il avait les deux carotides sectionnées et le corps lavé. Une fois que les carotides sont sectionnées, tu saignes abondamment. En peu de temps, tout le sang se vide. Ils ont lavé le corps et ils ont demandé à ceux qui étaient là d'aller chercher les habits chez lui à l'état-major. Et Céline Ngouabi a offert les habits, et Marien Ngouabi a été rhabillé et le corps ramené chez lui. Le corps assis dans la voiture est déposé à l'état-major. Et puis ils se sont barrés tous. Voilà ce que nous savons, qui a été confirmé à la conférence nationale. Donc jusqu'à ce jour, aucun procès n'a été fait. Attends, c'est quand même impensable. Un président assassiné. L'assassinat n'est pas connu. Il n'y a pas d'enquête menée. Rien n'est fait. Et on reste dans ce brouillard-là jusqu'à aujourd'hui. C'est impensable. C'est impensable. Alors, pour donc parler de moi, mais quand j'ai fini mes études, je voulais rentrer. Étant militant, avant d'aller, en étant d'abord lycéen, j'étais à l'UGEC. L'Union de la jeunesse congolaise. Voilà. J'étais là-dedans, au lycée Savourian.
De Brazza. Dans le Brazza, j'étais activiste. J'étais chargé de celui qui faisait les caricatures sur les présidents américains, Nixon, tous ces gens-là. Donc, on écrivait sur les posters qu'on affichait, quoi. Avec qui? Benjamin Lukaku. Benjamin Lukaku, c'est mon frère de classe, 5e 5, au collège séminaire. Puis au lycée Savorgnan. Donc, c'était un ami, il est de ma génération, lui. Voilà. Donc c'est avec lui qu'on écrivait. Et moi j'ai dessiné, j'écrivais aussi, j'ai rempli tout ça. Une fois que j'ai quitté le lycée, la fac, après je suis venu en France, et naturellement je ne pouvais qu'adhérer à l'AFC, l'Union, l'association de la jeunesse congolaise, en France, membre de la FEANF, la célèbre FEANF. Donc c'est là où moi j'ai fait mes classes, depuis Bordeaux. Là, vous êtes à la FEANF, c'est ça? J'étais donc à la FEANF, à Bordeaux, on militait, on organisait toutes les manifestations, les discussions entre étudiants, on accueillait les nouveaux étudiants qui venaient donc à Bordeaux. Voilà. Et Sassou Nguesso, justement au pouvoir, va donc envoyer les membres de l'UGC donc à Bordeaux, dans notre ville. Un groupe d'étudiants boursiers, certainement, qui avait pour mission de venir nous contrer, quoi. Voilà, s'opposer à nous. En cas de réunion, ils venaient vraiment foutre le même bazar. Mais au fur et à mesure, bon, chacun restait un peu dans son camp, mais on savait que c'était pas simple. Mais nous étions quand même les plus anciens, donc il fallait aider les jeunes étudiants quand même pour qu'ils ne soient pas en difficulté pour les études, pour la bourse, pour les aides, donc au niveau du CROUS. On a joué notre rôle d'étudiants encadrant les jeunes générations. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, mais c'est quand même un parcours important. Vous faites bien de le rappeler parce que sur la place de Paris, puisque là nous répondons au nom de la diaspora, la diaspora politique, il faut le préciser parce que la diaspora elle est diverse, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous faites bien de le rappeler parce qu'il faudrait que les nouvelles générations sachent que toutes les choses n'ont pas commencé avec elles et qu'il y a une génération avant qui avait lancé l'affaire et c'est parti de très loin et cette génération n'a pas décroché encore. Vous êtes la preuve vivante de la continuité de cette lutte. Mais cette lutte, vous ne la menez pas, la continuité de cette lutte. Mais cette lutte, vous ne la menez pas pour vous et seulement pour vous. Non. Vous la menez parce que vous pensez que votre pays a été déconstruit, non pas seulement déconstruit, a été détruit, totalement détruit. Et il est question là de le reconstruire. Ah ben, bien sûr. De le reconstruire. Alors, donc, notre rencontre d'aujourd'hui, en fait, c'est une rencontre qui porte sur les questions politiques, sinon sur la question politique du Congo, sur le Congo-Brazzaville. Il y a 5 jours, s'est déroulée à Brazzaville une élection présidentielle, sinon l'élection présidentielle. C'était le 15 mars 2026. Et aujourd'hui, 5 jours après, malgré les appels au boycott, malgré les discours portant sur l'annulation, le report de cette élection présidentielle, malgré comment dirais-je, le fait que l'opposition, une partie de l'opposition, parce que c'est pas toute l'opposition, bien sûr. Voilà, une partie de l'opposition, malgré que cette partie de l'opposition ait demandé et réclamé, lancé des appels au boycott, malheureusement, cette élection a quand même eu lieu. C'est-à-dire que le pouvoir en place s'est imposé. S'est imposé face à la diaspora, face à l'opposition, qu'elle soit l'opposition, comment dirais-je, celle qui a refusé l'élection ou celle qui est allée à l'élection. Donc, tous ont été battus en brèche. Oui. Alors, vous, quelle est la lecture que vous faites à partir de cet échec? Vous avez vu les résultats. Le président sortant a été déclaré vainqueur à 94%, je sais pas, 84, un truc comme ça.
Et puis, les 6 autres candidats de l'opposition se sont partagés chacun 1%, 1%, 1%. Qu'est-ce que vous en, quelle lecture vous en faites? Est-ce que c'est vraiment l'image d'une élection présidentielle ou alors c'est une supercherie? Bon, votre lecture à vous. Voilà. Tous les Congolais savent que Sassou ne peut jamais gagner une élection démocratique au Congo. Tous les Congolais le savent. Hein. Si on se réfère à la conférence nationale, d'accord, lorsqu'il y a eu donc en juillet 1992 la première présidentielle au Congo sous l'ère démocratique, Sassou était candidat, Milongo candidat, Lissouba le candidat et tant d'autres. Et Kolela. Sassou a été éliminé dès le premier tour. Élection démocratique, au sens propre du terme. Hein. Éliminé dès le premier tour. Au second tour, il y avait qui? Professeur Lissouba et Bernard Kolela. C'est la preuve que Sassou ne peut, qui était le président sortant, fut éliminé dès le premier tour. C'est un effort qui montre que Sassou ne peut jamais gagner une élection démocratique. Mais il le sait. Par conséquent, toutes les élections qu'il a voulu organiser à sa manière, elles ne pouvaient pas être démocratiques et il ne pouvait qu'en être vainqueur lui-même. Toujours à 100%. Même là, si c'est 94, non, moi j'appelle ça 100%. 100%, ouais. C'est 100%. Donc si les Congolais pensent que c'est une élection, ça m'étonnerait, mais ils savent tous que c'est pas une élection. C'est une mascarade. Non mais je sais. Celle de 2016, à laquelle avait pris part le général Jean-Marie Michel Mokoko, et bien d'autres. Celle de Okombi, Madame Mounari, et bien Sassou n'a eu que 8%, d'où le terme, d'où la dénomination qu'on lui a attribuée, monsieur 8%. Ok? Donc tout le monde le sait, il ne peut jamais gagner. Donc nous ne pourrons jamais gagner, donc il s'impose lui-même la victoire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, mais d'aucuns disent que la victoire de Denis Sassou Nguesso traduit l'échec de la stratégie portée par la diaspora et l'opposition. Pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Alors, si ce n'est pas un échec, comment expliquez-vous que l'opposition, qui avait pendant quelque temps évangélisé sur la construction d'un rapport de force, ne soit pas parvenue à empêcher cette élection? D'abord, pour que cela soit possible, il faut que d'abord que Sassou accepte la démocratisation du pays et la démocratisation du pouvoir. Il n'a jamais accepté. Il ne faut pas oublier que l'opposition ne pouvait jamais obtenir le droit de manifester. Attends, le droit de manifester leur était toujours refusé. Moi, je me souviens d'une réunion de Benoît Mundelengolo à Paris, à la Maison de l'Afrique. Il était venu pour présenter son livre Sopronac, je ne sais pas quoi là. J'ai été invité à cette réunion-là par Armand Manjono, qui m'avait dit vieux Yaka. Viens là, mais tu vas écouter. J'ai dit ok, moi je serai là. Je suis allé, je rentre dans la salle, au présidium Benoît Mundelengolo, et parmi le modérateur, c'est le Camerounais Gaston Tellman. Voilà. Donc ils présentent après, quand ils ont fini de présenter donc le général, donc Benoît Ngolo, l'homme de... C'était, je crois, celui qui gérait tous les problèmes C'était le préfet, je crois. Voilà. Enfin bref, moi je demande la parole. Il me la refuse. Je demande la parole. Il me la refuse. Moi je connais pas la technique. Je monte la voix le plus haut possible. J'arrache la parole. Je le dénonce lui, Benoît Ngolo. C'est le préfet. Yo, c'est toi qui refuses l'autorisation à l'opposition de manifester.
Et tu es là aujourd'hui dans un pays où tout est autorisé. Tu devrais avoir honte. Il s'est énervé, en tout cas mon égard. Tu es venu pour boycotter ma sortie de mon livre ici, là, si c'est comme ça, on va sortir, on va se battre. La salle a... Mais la salle a crié. On va aller. Il fait du karaté. Il dit, on doit aller dehors. C'est pour dire que Sassou n'a jamais autorisé l'existence de l'opposition de pouvoir manifester au Congo. Voilà pourquoi l'opposition ne s'est jamais manifester. C'est impossible, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur que la police les matraque, les malmène, et les enlève, et même les tue. Donc, au vu de tout ça, vous ne pouvez que vous-même avoir peur de ça. Sauf si tu te dis, moi je m'engage et puis j'y vais. Mais il n'y a plus de commandés comme ça, qui avaient cette force vraiment. Parce que pour faire ça d'ailleurs, il faut avoir des gens derrière. Quand Bernard Kolela disait, moi je veux faire ça, mais il avait derrière lui comme du monde. Mais si tu n'as personne, ou tu n'as que quelques têtes, tu ne peux pas faire ça. Donc il n'y a pas d'opposant capable de dire, moi je veux faire ça. Je vais manifester. Oui, qu'il y a. Là, je parle d'un gars, oui, qu'il y a. Exacté. Mortalité. Beaucoup de communautés. Mortalité. Donc tout le monde a peur d'être, comme on dit, enlevé chez soi par Sassou, matraqué, sali, et voilà. Et ça, moi j'ai connu Joe Mathias, puisque nous, ici, le Congo, c'est l'association politique qui avait été créée en 2012, lorsque nous avons établi entre le CODICOR et le comité d'action le lien avec le comité, le collectif des partis de 17 que gérait Joe Mathias, Mierassa, Itadi, Mukwege. Tout ce monde a constitué ce socle-là. Donc on avait établi un lien avec eux. Donc nous, on représentait donc cette force-là ici. Et Congo Africa a été créé à Paris, dans une salle où il y avait Joe Mathias. Voilà. Alors, je vous ai suivi, j'ai retenu, il y a un mot que je retiens, c'est la peur. Ah ben bien sûr. C'est la peur. Vous dites que finalement, Sassou Nguesso a réussi une chose, c'est d'avoir inoculé la peur dans l'esprit, dans le mental, dans le psychologique, dans l'inconscient, le subconscient des Congolais. Tout à fait. Et au premier chef, auprès des leaders politiques et même des hommes politiques de l'opposition. Alors, donc la peur fait que aujourd'hui, en quelque sorte, l'opposition est asphyxiée. Si vous parlez de la peur, ça veut dire que si aujourd'hui Sassou Nguesso a pu franchir, n'est-ce pas, cette étape de l'élection présidentielle pour être déclaré vainqueur, pour être déclaré vainqueur, ça veut dire que il a réussi là un coup de maître. C'est-à-dire que gagner une élection présidentielle, comment dirais-je, sur le motif que il a réussi à terroriser son peuple, il a réussi à apeurer le peuple, il a réussi à faire taire, n'est-ce pas, l'opposition. Or, si je vois bien, écoutez, la politique, c'est quand même, quand on s'y engage, c'est comme un sacerdoce. C'est comme un sacerdoce et ça demande beaucoup de courage parce que c'est une question, je dirais pas de vie ou de mort, mais c'est une question, en fait, c'est une question existentielle. Donc quand on s'y engage, surtout quand on est tête de file, on prend les risques. On prend les risques. On ne peut pas justifier l'action d'un leader politique par la peur. C'est une forfaiture. Et c'est ce qui me fait dire que, finalement, parce que là, il faut quand même que... parce que je vous fais confiance, hein, je sais qui vous êtes, politiquement, donc vous n'avez pas la langue dans la bouche. Voilà, quand vous avez des choses à dire, vous le dites. Donc, en fait, là où je voudrais vous inviter, c'est qu'on ait un échange sans langue de bois. Sans langue de bois et sans langue de bois. Et de regarder vraiment le pouvoir en place, donc M. Denis Sassou Nguesso,
en face. Ça, le constat, l'analyse, le dessin, le portrait de Sassou Nguesso, tout le monde le sait le faire maintenant. Maintenant, il s'agit là par rapport à cet échec, par rapport à la victoire de Sassou Nguesso, qui est, bon, soyons simples, soyons humbles, c'est quand même un échec pour l'opposition tout entière. Mais c'est pas seulement la peur, à mon avis, qui justifie cet échec. C'est peut-être aussi l'éparpillement de l'opposition. Parce que, comment voulez-vous dans un pays où le peuple est martyrisé, où on tue au vu et au su de tout le monde, où on bafoue la justice, où les salariés ne sont pas payés des mois durant, 50 mois, 80 mois d'arriérés par ici, et les retraités ne perçoivent pas leur pension 2 années durant, si ce n'est pas plus. Et alors, la liste est longue. La liste est longue. Et quand on pense au printemps arabe, le printemps arabe, mais c'est le peuple, hein. Ce n'est pas, ils n'ont pas attendu quand tu as des populations comme ça. L'augmentation seulement du prix du pain. Ça a été tout à fait la cause de la chute d'un pouvoir. L'immolation, l'autre qui s'immole quelque part, c'est la chute d'un pouvoir. Mais comment ça se fait que chez nous, avec le crime, c'est-à-dire que des crimes, pas tant des crimes, mais c'est trop gros, des crimes économiques, crimes de sang, comment ça se fait que les partis politiques de l'opposition, la diaspora, comment ça se fait que même le peuple congolais, comment cela peut se faire que nous laissions, que le peuple... On fait des cas, voilà. Bon. Est-ce que le peuple congolais se dit, bon, maintenant c'est terminé, c'est bon, l'opposition, on n'y croit plus, la diaspora, bon, c'est bon, ils font du bruit là-bas, ils écrivent sur les réseaux sociaux, apparemment ils sont déconnectés, et tout ça. Est-ce que c'est vraiment la faillite, la fatigue? En fait, Sassou Nguesso profite de la fatigue populaire. Quelqu'un qui au départ lui-même n'était pas très courageux. Il ne faut pas le cacher. Hein. Il ne sait même pas utiliser le parachute. L'outil de travail qui est dans le parachute pour pouvoir sauter d'un avion. Il ne l'a jamais fait. Mais quand même, il s'est fait donner le béret rouge quand même. Okay? C'est pour dire que c'est un inapte. Okay? Il faut dire la vérité. Mais il a su que les Congolais sont peureux depuis l'assassinat de Marien Ngobi. Tout est parti de là. Dès l'instant qu'il n'a pas été emmené devant la justice, pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit inquiété, il s'est dit, mon Dieu, le boulevard est ouvert. Le boulevard est ouvert. Tout est parti de là, mon frère. Ça s'appelle un facteur déclencheur. Il s'est dit, je les ai tous eus. Donc je peux me permettre de faire tout ce que je veux. S'il avait été arrêté là et jugé, condamné, il n'allait plus être le Sassou d'aujourd'hui. Donc ça, tout est parti de là. Et moi, je condamne ceux qui étaient au pouvoir donc à l'époque, qui se sont contentés de dire que Sassou va vomir par de Congo, Yombi, voilà, il était bien d'accord. Sassou va le manipuler, écoute, tu vas prendre le pouvoir temporairement, parce que toi tu es Koyo, Sassou et Ngouabi, tu es un couille comme toi, donc tu es un parent, tu prends le pouvoir. Il a piégé comme ça, donc il a mis là pour le gérer. Yombi, tout fier d'être président, mais c'est fait aussi avoir. Puisqu'il va l'écarter d'une autre manière, et il va le mettre en prison. Mais qu'est-ce qui a réagi pendant que Yombi avait été placé en résidence surveillée? Mais personne. Toujours personne. Et Yombi a passé 11 ans, 10 ans, en résidence surveillée, qui est aussi une prison quand même. Ok? C'est pour dire que Sassou a tout essayé, c'est comme le jeu d'échecs. J'avance le pion, mais si c'est pas bouffé, donc moi je continue, toujours avancer, quoi. Donc, il sait que les Congolais sont des gens très peureux dès l'instant qu'on sort les armes. Les militaires dans la rue, avec des fusils, ils vont tous se terrer.
Tu comprends? Donc les gens qui étaient courageux, d'après ce que j'avais entendu, c'était des gens comme les Bernard Koulela qui avaient quand même bravé quand même Mariam Wabi, quoi, tu comprends? Donc on l'amène au stade, et moi, je ne sais pas lequel. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Tant que l'État, oui, non, mais c'est pas contre ta personne, mais c'est contre ton pouvoir. Ah, moi, je dis, bon, écoute, je ne veux pas te faire passer donc aux armes, donc on va essayer de trouver quand même une solution, on va te mettre en prison. Mais Sassou, lui, il sait qu'il faut s'aimer la terreur pour que la peur existe et pour que les gens te craignent. C'est ce qu'il fait. Tous ceux qui ont rallié Sassou aujourd'hui, après la chute de Lissouba, ce sont ces gens-là qui se sont dit, si on ne rallie pas Sassou, il aura notre peau. Les gens qui étaient avec Lissouba, mais moi je les connais, moi j'ai des frères là-dedans. Là. J'ai un frère là, qui était là, qui était directeur, qui était avec Nari, qui était avec Lissouba dans son bureau. Il a rejoint depuis là. Même s'il était à l'époque, quand il était étudiant dans l'UGC, mais il a rejoint Sassou dès la chute du Souba, il a rejoint Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui, mon frère. Tu comprends? Donc ils sont nombreux comme ça, les Mongouilou. Ils sont nombreux. C'est pour dire que quand quelqu'un sème la terreur, il maîtrise tout. Et les courageux sont rares. Parce que pouvoir émerger du lot, c'est accepter donc de mourir. C'est un sacrifice. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens, une fois que tu es mort, que les gens te disent que c'est un de nôtres qui est mort, et nous allons aussi nous révolter. Mais s'il n'y a pas derrière d'autres qui peuvent faire comme lui, qui peuvent vous motiver de faire comme, voilà, de vous rebeller, de vous révolter, ça sera toujours la situation comme on dit, de sourire dans une maison mais quand il y a un chat. Voilà. Donc Sassou, il a maîtrisé les Congolais. Or, les Congolais, d'après ce que nous savons, ils n'étaient pas comme ça. Ah si les Congolais ont fait tomber Youlou, ils pouvaient faire tomber n'importe quel président. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait tomber Youlou? Les mêmes qui sont arrivés sur le pouvoir de Déba et qui sont arrivés au pouvoir de Mariam Wabi. Et quand Sassou prend le pouvoir, ils deviennent incapables de pouvoir réagir, d'analyser le crime. C'est qui le criminel? Peut-on le chercher? Peut-on le juger? Ça n'a pas existé. À la conférence nationale, mon Dieu, il laisse Sassou tranquille. Roger Massema, j'ai publié le discours de Roger Massema. Quand il dit, Serge Sassou n'a qu'à attendre là où il est, on ira le chercher pour le juger. Il avait tout dit, j'ai publié cette vidéo sur YouTube. Personne n'a appliqué ça. Est-ce que c'est normal ça? Personne n'a appliqué ça, mon frère. On a laissé comme ça. Bon, ok. Parce que Kombo ne voulait pas s'aimer troubles sanguins dans nos quartiers, dans la population. Ok. Lissouba est élu. Lissouba, il connaît Sassou. Lissouba connaît Sassou. Quand Lissouba était prof à la fac, Lissouba savait que moins de gestes, on venait le chercher. Maintenant qu'il est président, lui, à son tour, ceux qui ont fait du mal à Lissouba, qui ont voulu le condamner, le jeter en prison. Maintenant, tu as le pouvoir, il est là. Mais ce type-là, moi, je veux trouver des raisons pour pouvoir le juger, puisque tout avait été écrit à la conférence nationale. Alors pourquoi ne pas appliquer ça? Moi, j'aurais entendu, mais qui l'aurait dit, moi, je suis démocrate, en démocratie, on ne fait pas n'importe quoi, il faut laisser les choses se faire. Donc il a laissé, c'est tout tranquille. Voilà.
Mais alors donc, je vais revenir quand même à l'élection présidentielle. Je vais revenir à l'élection présidentielle et puis sur votre éclairage, j'ai noté que la peur a pris tellement de la place dans l'esprit des Congolais. Dans l'esprit des Congolais, et c'est cette peur qui fait que Sassou Nguesso semble marcher en quelque sorte, voilà, le seul qui réussit à marcher sur du sol, sur du sable mouvant. Hein, les autres, dès qu'ils essaient d'y marcher, de marcher dessus, ben, ils s'enfoncent. Alors, ça c'est une chose. Donc, première hypothèse, l'opposition, la diaspora, la société civile a manqué de jugeote et a manqué de jugeote parce qu'il s'est appuyé sur la peur, ou du moins il s'est laissé engluer dans la peur, et Sassou Nguesso en a profité. Aujourd'hui, les résultats sont là, il a gagné, il est proclamé vainqueur des élections. Bien, mais cela fait déjà 5 jours, tout a l'air de se passer comme s'il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de fraude et tout ça là. Donc la vie au Congo suit son cours. Les malheureux restent malheureux. Les pauvres restent pauvres. Toujours, voilà. Ceux qui n'ont pas de salaire, ben, ils continuent à ne pas avoir les salaires. Rien ne dit que les jours qui viennent là, les mois qui vont suivre, que le Congo ne sera pas en cessation de paiement. Parce que la situation économique du Congo, elle est catastrophique. Bien sûr. Au niveau de la CEMAC, on sait très bien que notre pays est un grand groupe qui risque de tirer tous les autres pays de la CEMAC vers le bas. Alors, ça c'est une chose. Mais maintenant, au niveau de l'opposition, vous qui êtes de l'opposition, vous qui militez depuis fort longtemps, vous qui avez une expérience confirmée sur la vie politique de notre Congo, aujourd'hui, lorsque vous comparez l'action de l'opposition avant 2016 et l'action de l'opposition de 2016 à aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que l'opposition d'avant était plus ambitieuse, était plus, comment dirais-je, avant-gardiste, alors que l'opposition de 2016 à aujourd'hui, donc les 5 ans, plutôt de 2021 à 2026, là, le quinquennat, le dernier, dont Sassou Nguesso dit que son bilan il est excellent. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette opposition, elle est frileuse, et si elle est frileuse, c'est simplement parce que elle n'a pas su s'unir. Est-ce que, voilà, au-delà de la peur, est-ce que ce n'est pas la désunion de l'opposition qui a fragilisé effectivement les positions de cette opposition, et même les positions de la diaspora, pour permettre à Sassou Nguesso de passer haut les mains. Ça c'est quand même un constat que l'on peut faire, parce que de 2001 jusqu'à 2026, là, il faut dire que sur la place de Brazzaville, les opposants, ils étaient absents dans les rues, dans les salles, etc. Bien évidemment, quand vous les interrogez, ils vous disent qu'ils n'ont jamais obtenu les autorisations pour faire des sittings, pour faire des meetings sur les places publiques. Et la diaspora congolaise, elle n'aura pas. On peut comprendre ceux qui sont à Brazzaville, parce qu'ils sont sous la dictature. Bien sûr, oui. Ils sont dans les griffes, sous les griffes de la dictature. Mais la diaspora congolaise, d'où qu'elle se trouve, en France, en Asie, en Europe, etc. Mais cette diaspora, elle n'est pas aussi limitée que les opposants qui sont à Brazzaville. Or, nous avons constaté que cette diaspora, curieusement, elle a été inaudible. On ne l'a pas entendue. Alors, j'ai interrogé quelques leaders comme ça, ils m'ont dit non, on a fait le choix désormais de travailler en petites cellules sans que nous soyons vus, parce que le pouvoir de Brazzaville, ils ont une capacité d'infiltration et tout ça. Or, c'était choisir la voie de l'échec. Parce que l'opposition congolaise a disparu. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, puisque Sassou Nguesso a gagné. Donc, je ne sais pas quels sont, je ne sais pas si vous, de votre côté, je ne sais pas si vous avez vous savez trouver, n'est-ce pas, des motifs, des raisons
qui pourrait justifier, par exemple, de faire des recours pour annuler ces résultats-là. Je pense que c'est très très difficile. Juridiquement, ça va être très compliqué. Donc, partant sur l'hypothèse que monsieur a gagné les élections, posons-nous la question, que fait l'opposition à partir de maintenant? Est-ce que vous auriez une petite vision, un regard, un conseil vif, mais je vais vous répondre. Exactement. L'opposition congolaise, pour moi, n'a jamais existé en tant qu'opposition congolaise. Il faut dire la vérité, mon frère. Du temps du collectif, les partis des 17, les John Mathias, les Mukwege, les Tambata, non pas Tambatamba, l'Itadi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc pas grand-chose. John Mathias organisait ses réunions chez lui dans une salle. C'était rien du tout. On leur avait dit, il faut vous organiser pour faire peut-être autre chose que ça. Journée ville morte. Ils sont pas arrivés à faire ça, mon frère. Ils ne sont pas arrivés de faire ça. John Mathias, quand on était en relation entre le collectif, les 17 et nous, le Congo et Africa, Mathias Ndo, qui avait permis la création de Congo et Africa, à l'hôtel Ibis, devant la gare de l'Est. Moi, je lui dis, bon, mais toi, donc, on se retrouvait, hein, donc chez lui. J'ai dit, bon, mais toi, Mathias, toi, tu es quand même, tu es dans l'opposition, mais comment tu t'organises au pays pour faire communiquer? Est-ce que tu as un site internet? Non. Ah, est-ce que tu as un journal? Non. Bon, écoute, moi, je te crée un journal, une maquette, je te l'envoie, et tu remplis en fonction de ce que j'ai créé. Pour sortir le numéro 1, ça a été difficile, mon frère. Et quand je lui faisais la pression, je disais, mais comment? J'ai envoyé la maquette, t'as pas de trucs. Ah oui, attends, bah, ça va venir, attends, ça va venir. Je mets la pression à chacun des voyages ici. J'allais le voir, je lui mettais la pression. Il soit le numéro 000, enfin. Je le lis, il n'y a pas de trucs qu'on me compte de pouvoir en place. Il n'y a pas d'intérêt. Je lui crée un site internet, Congo Brazza Démocratie maintenant. Je lui crée, je lui donne voilà le lien. Donc tu m'envoies des trucs, moi je mets sur le site et puis je publie. Il n'a envoyé rien. D'accord. Oui. Je vais te donner, c'est surtout le lien, je vais te l'envoyer, tu verras. Je l'ai bloqué parce qu'il ne faisait rien du tout. D'accord. Bon, déjà, là, c'est pas bon. Peut-être que d'aller dire, mais vous qui êtes là, il faut rentrer. Ok. Mais vous dites que vous êtes de l'opposition. Vous avez travaillé avec ça. Vous connaissez bien les attitudes un peu de ce genre. Donc vous êtes capable de pouvoir un peu jongler. En même temps, vous êtes tous des francs-maçons. Donc ce sont des frères. Attends, mais c'est compliqué. Kim Fisha, qui s'était moqué de nous. Alors que nous avons organisé la grande rencontre de l'opposition à Paris à Charenton. Je me rappelle. Hein? C'est le Codicor à l'époque. C'est donc nous autres. Ils étaient là, ils sont venus nombreux pour parler. Et là, c'était vraiment la diaspora. La diaspora. Parce qu'on sentait la pression. Voilà. Et voilà. Il y avait les Golondélés, il y avait tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font étaient là. Eh ben, on en arrive là. C'est incroyable. Rien. Ils sont tous rentrés. Rien, mon frère. Kim Fissa va t'attaquer à nous. Voilà la diaspora qui se taise là-bas en France. Là. Il n'a qu'à venir ici. Moi, je lui ai répondu par... c'était sur YouTube. C'était Matongo Tiassé. Voilà, tiens. Mais tu réponds. Moi, je lui ai répondu. Il dit, attends, et toi, tu t'es venu ici, non? Qu'est-ce que... Tu avais dit que quand on t'a posé la question là-bas à Charenton, comment est-ce que vous allez faire pour essayer de pousser ça vers la sortie? On compte sur... qu'est-ce que tu l'avais dit? On compte sur la capacité, je crois, du peuple, enfin, un truc comme ça. D'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. La capacité du peuple, hein. Ok. Mais c'est jamais arrivé.
C'est pour dire que les opposants, ceux qui se disaient opposants, ils ont tous rejoint ça. Madame Mounari était dans l'opposition et est devenu député. Attends, tu peux pas. Puisqu'il lui domine tout. Il nomme le fils de Lissouba député. Attends, donc tous les enfants des anciens, il le met avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans là? Ouais. Donc c'est un grand désordre. Le génie. Bon, maintenant, on sait très bien que c'est pas simple, vraiment pour eux, mais la peur a pris vraiment le dessus. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait une sécrétion d'adrénaline pour pouvoir essayer de se mettre en force, donc en action. Pas de sécrétion d'adrénaline en soi, une bouffée importante. Tu ne peux pas vraiment te manifester contre quelqu'un, mais qui veut te faire du mal. Voilà. C'est ça qui fait que l'animal attaque. L'homme qui a attaqué, agressé, donc réagit. Et si tu n'as pas cette sécrétion-là, mais tu vas rester là vraiment aplati, quoi. Donc, maintenant, la diaspora ici n'existe pratiquement plus, ça c'est le constat que je fais, hein, depuis mars 2016. Parce que les gens avaient cru que Mokoko allait être élu, tout ça là, mais quand il a été écarté et puis condamné, ça a été, comme on dit, la douche froide ou la douche chaude, je sais pas quoi, ça a anesthésié tout le monde. Tout le monde, même les assises. Hein. Les assises qui vraiment pouvaient organiser. Nous tous, on a renforcé, on a créé les assises. Ça a disparu. Dans le 13e, on se réunissait là-bas, plein. Rien. Konga Siga, que moi je préside aujourd'hui, je suis quasiment tout seul. Ah bon? D'accord. Bah, il n'y a plus personne. Les gens que j'ai appelés pour venir à la manif pour soutenir les 10 ans de Mogoko, là, en tout cas, ils m'ont pas rappelé. Mais tiens, parlons-en, parce que vous étiez l'un des initiateurs de l'invitation au Champ de Mars. Oui. C'était le 15. Hein, c'était le 15, oui. C'était le 15 mars, en même temps que se déroulait l'élection présidentielle au Congo, alors que ça aurait été une occasion pour que les Congolais se mettent en cohésion avec ceux qui sont au Congo. Voilà. Curieusement, ils ont pris le large. C'était ça l'idée. D'être en phase avec. Et d'être en phase avec ceux qui sont au pays, manifester en même temps. Et voilà, et puis soutenir ce boycott, en fait. Hein, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose. Quand on voit le taux d'abstention, c'est qu'il y a quand même un message qui est passé. Or, si l'opposition s'y était pris longtemps avant, mais je pense que le résultat aurait été différent. Parce que à 2 jours de l'élection, vous ne pouvez pas mobiliser, sensibiliser, mobiliser à la fois. Donc, cette mobilisation a manqué. Et ça, franchement, je pense que il ne serait pas de bonne loi à l'opposition ni à la diaspora de méconnaître cette faiblesse, parce que vraiment c'est une faiblesse, et qu'il faut surmonter, qu'il faut réparer. Et justement pour revenir à ça, je note quand même que le 15 mars, moi j'étais donc au Champ de Mars, je suis venu. En tout cas, merci pour toi. J'ai répondu présent parce que pour moi c'était quand même c'était important. Tu étais un bon citoyen. C'était important. Un bon militant. C'était important, il fallait être là. Voilà. Et pour être en symbiose avec les populations malheureuses du Congo. Malheureusement, les frères, les amis de la diaspora, quand c'était restés chez eux, peut-être pour regarder les matchs. Ils sont pas venus. Je ne sais pas. Ils sont pas venus. Voilà. Alors, à ces compatriotes-là, qui pensent que, parce qu'ils sont dans la diaspora, que tout est réglé pour eux, quel est le message que vous voulez leur adresser pour les remobiliser, pour leur faire comprendre que ne lâchez pas, n'abandonnez pas le combat, restez dans le groupe
et regardons désormais devant, préparons-nous pour nous retrouver et pour envisager effectivement les luttes à venir, parce que c'est maintenant que doit commencer le travail de l'opposition, en attendant 2031. Voilà. Il ne faut pas attendre 2031, 3 semaines avant l'élection, pour se réveiller. Donc là, au niveau de la diaspora, il faut bien que ça bouge. Il faut que ça bouge, et il y a un travail à faire. Bon, ce travail-là, il ne va pas se faire ici. Hein. Vous êtes à la tête d'une association, il y a d'autres responsables d'associations, et puis il y a les anciens. Je pense que les anciens, nombreux, se sont découragés, parce qu'ils voient l'attitude de cette jeunesse, nouvelle génération qui monte, avec des habitudes qui ne correspondent pas, en fait, avec leur morale. Mais ils demeurent quand même les anciens. Ils ne peuvent pas abandonner le terrain. Voilà. Il ne faut pas abandonner le terrain, donc il faut renouer, il faut connecter les générations pour relancer le combat. Je te réponds. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour que les choses se remettent en route, il faut qu'il y ait au niveau du pays une force de l'opposition claire et nette. D'accord? Les gens qui doivent s'unir pour un même objectif. Et quand j'ai appris que, Mirassa a quitté le FOC, maintenant il est allé dans un nouveau groupe avec le fils de Yombi, machin. Bon, ça c'est pas bon, justement. Ben justement, vous faites bien de le dire, parce que j'avais prévu une question là-dessus, parce que c'est ça aussi qui fait que les populations prennent de la distance vis-à-vis des responsables politiques. Souvenez-vous, lorsque le parti de Mirassa et de Serge Yombi avait été blacklisté, on les a retirés de la liste je sais pas moi, de potentiels candidats, ben, il n'y a pas eu de mouvement de masse. Même leurs adhérents ne sont pas sortis dans la rue pour dire non, notre parti. Voilà. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a finalement. Ces chefs de parti sont déconnectés avec leur base. Et de toute façon, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. On se poserait même la question, est-ce que ces partis-là ont du contenu? Est-ce qu'il y a des adhérents? Voilà. Et pourquoi ce genre de choses? Mais quand ils voient les leaders, un coup, ils sont ensemble. Et puis demain, ils ne sont plus ensemble, mais ils ne savent pas pourquoi ils ne sont plus ensemble. On n'explique pas les raisons pour lesquelles ils se séparent. Ça aussi, c'est un flou qui donne le tournis. Mais justement, c'est ça. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mais tiens, Mirassa était souvent avec, sur le podium, là, autour de la table, avec monsieur Mathias Sinjon. Comment diable, un jour... Ça se retrouve tout seul de son côté avec d'autres éléments. Et puis disons, de l'autre côté avec d'autres éléments. Il a sonné le navire. Et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ils n'expliquent rien aux populations. Ils n'expliquent rien à leurs partenaires. Leurs partenaires qui. Donc la diaspora. Donc du coup, comme disait l'autre, diront les autres, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais si déjà ce qui est en haut est dans le désordre, forcément ce qui est en bas est dans le désordre. Donc, ce qui se passe à Brazzaville ne peut qu'être le reflet de la diaspora politique congolaise en France. Mais oui, mais ça c'est évident. C'est évident. Mais nous, la diaspora, on était en phase avec ceux qui étaient là quand il y avait le collectif des 17. Voilà. Depuis que ça a pris fin, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Parce que nous, on ne peut pas exister, nous sommes loin du pays, on ne peut pas exister. Il n'y a que qui sont sur le terrain qui doivent nous dire ce qu'il y a de le faire. Et comment renforcer leur démarche. C'est ça. Exactement. Il faut qu'il y ait une courroie entre eux et nous. Et comme il n'y a rien, ici aussi, ça a pris fin. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait une action tout à fait efficace sur le terrain qui va mobiliser ici aussi la jeunesse congolaise. Exactement. Mais comme il n'y a plus ça du tout, le FOC est là, mais c'est vrai. Mais que fait le FOC? Moi je ne vois pas trop sur le terrain ce qu'il fait. Notre ami Ndembatello, il a toutes des compétences. Mais si concrètement sur le terrain, il ne mène pas un combat qui puisse être vu par nous qui sommes ici, ça ne servira à rien, à nous aussi de nous mobiliser ici. Tu comprends? Donc, il faut qu'on soit en phase, en symbiose. Tant qu'il n'y a pas ça du tout, si là-bas il n'y a rien, forcément ici, il n'y a rien. Mandela, quand il a été emprisonné pendant plus de 20 ans, il était en relation avec l'extérieur. Bien sûr.
Et il était aussi en relation avec ceux qui étaient hors de l'Afrique du Sud, qui menaient le même combat contre l'apartheid. Donc, il faut qu'il y ait une communication permanente entre les différents réseaux. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a rien. Le cas du Congo, c'est comme ça. Mais Sassou a compris ça. Mais il a compris, donc il a tissé ses propres réseaux avec ses cobras, mais qu'il a fait rentrer dans l'armée, et qu'il a donné les grades de colonel, donc de généraux. L'armée congolaise, c'est une armée de cobras. Ok? Donc qui n'ont pas de morale. Quand on dit, allez chercher les gens qui sont là, les exilés, ou je sais pas, ceux qui ont manifesté, ils vont arriver avec la brutalité parce qu'ils ne respectent pas la loi. Donc ils cassent tout. Donc du coup, ben, ceux qui ont fui, mais ils ne vont plus jamais oser sortir parce que prendre des coups de matraque sur la tête ou sur les membres, ben, ça te fait quand même réfléchir, quoi. Bien sûr. Donc c'est tout ça. Or, si déjà on respectait la vie, on appliquait le droit, qu'on ne frappe pas pour frapper, qu'on ne punit pas pour punir, les choses allaient se faire dans le bon sens. Mais dès l'instant que Sassou a instauré son système, la brutalité, l'humiliation, l'enfermement en prison, mais qui pourra oser sortir, bomber le torse, voilà, on a mis Botelanga, Motate, Moto à cause à la thé, donc bon, on en a ça en béto. Non, mais c'est terrible ça, mon frère. Le courage, pour avoir le courage, il faut qu'on te regarde. Il y a des gens derrière, tu as le courage. Tu regardes derrière, il n'y a personne, mais tu n'as plus le courage. Mais tu t'es plus. C'est ça le courage. C'est ça le courage. Donc, mon frère, le cas du Congo, là j'interpelle ceux qui se réclament de l'opposition. Montrez que vous êtes unis, vous menez le même combat, malgré les pôles qui ne sont pas les mêmes, mais l'objectif commun est le même. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas ici, au sein de la diaspora, une entente pour vous donner, comme on dit, pour que notre bras aussi soit tendu vers vous. Mais il n'y en aura pas du tout. Comment on fait? On tient une manif le 15 mars pour les 10 ans d'emprisonnement de Mokoko et de Salissa Oko. Même ceux qui se réclamaient de Mokoko et de Salissa Oko ne sont pas venus. Ils sont pas venus. Attends, c'est quand même étonnant. Moi, j'ai des noms dans la tête. Ceux qui se réclamaient de Okomi et Salissa ne sont pas venus. Ils sont venus. Ceux qui se réclamaient de Mokoko, maintenant il y a certains qui se sont excusés parce qu'ils étaient dans un bureau de vote. Ceux-là, ils sont excusés, mais d'autres ne sont pas venus parce qu'ils ne voulaient pas venir. C'est-à-dire que le cas de Mokoko, c'est un cas qui est perdu. Moi, j'ai dit, c'est pas normal, les gens qui ont soutenu Mokoko ne se fassent plus voir. Qu'ils fassent le mort, quoi. Alors qu'ici, il n'y a pas fait le mort. Bien sûr, mais ils sont disparus. Et ça, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, voilà. C'est pas normal. Donc, si ça continue comme ça, le Congo, pour moi, va devenir un bien de Sassou Nguesso, avec sa famille, et puis sa tribu. Ça tend vers ça, parce qu'il prépare déjà la transmission héréditaire dans le pouvoir. C'est ce qu'il prépare. Hein. Donc, si on ne prend pas garde, nous-mêmes, nous Congolais, le Congo appartiendra à Sassou et sa famille. C'est sa famille, quoi. Or, le Congo, nous l'avons hérité de nos parents, de nos aïeux. C'est un bien commun. Mais c'est un bien commun. Donc ça, c'est important. Et ça, il ne faut pas vraiment s'en écarter. Moi, je vais continuer comme je peux, malgré l'âge et puis un peu le temps, l'état sanitaire. Mais ma tête fonctionne à fond la caisse. Hein. C'est l'important. Voilà. Monsieur Fernand Loubello, nous avons fait un petit tour de l'actualité en partant de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 15 mars 2026 dans Brazzaville, enfin en République du Congo. Nous avions dit que malgré les appels au boycott, malgré
les incitations au boycott par une partie de l'opposition, une partie de la diaspora politique, l'élection présidentielle a quand même eu lieu. Rien d'étonnant sous les tropiques parce que nous sommes quand même dans une dictature. Donc ce n'est pas une opposition qui va pousser une dictature qui va fixer le calendrier de la dictature. C'est la dictature qui impose son calendrier et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui donc nous sommes à 5 jours, donc 5 jours de l'élection présidentielle en question. Nous pouvons considérer, enfin nous sommes dans l'obligation de constater que une page est tournée, mais une autre page reste quand même à tourner. Et l'autre page qui reste à tourner, c'est désormais la page qui convoque l'opposition congolaise, la diaspora congolaise, la société civile congolaise, en tout cas le peuple congolais, à se retrouver, je dirais symboliquement, autour de la place de la République, à se réunir pour fixer désormais le cap pour 2031. J'ai dit 2031 parce qu'en 2031, ce sera les prochaines élections présidentielles. C'est un calendrier qui est là, que tout le monde connaît. Donc, à partir de ce moment précis, je pense que les uns et les autres, cette opposition qui a décliné l'offre de la présidentielle et celle qui a été accompagnée de M. Denis Sassou Nguesso, je pense que tous, chacun devrait faire en quelque sorte une analyse, un bilan de son action et de faire le bilan de son action. Il est peut-être pas souhaitable ici d'indexer des coupables, d'indexer des innocents, mais il est plutôt question de responsabilité. Question de responsabilité, cela suppose que, eh bien, les uns et les autres doivent revoir un peu leurs limites, leurs failles. Se poser des bonnes questions. Comment ça se fait? Pourquoi l'opposition a-t-elle loupé ce coach? Alors, l'entretien que nous venons d'avoir et que nous allons pousser vers la fin met en lumière une réalité difficile, mais incontournable. La contestation. Cet entretien laisse apparaître que la contestation politique, à elle seule, ne suffit pas pour produire le changement. En République du Congo, comme partout ailleurs, l'histoire montre que les dynamiques politiques basculent lorsque s'installe un véritable rapport de force structuré, durable et crédible. C'est ce qui a manqué à l'opposition congolaise dans son entièreté et c'est ce qui a manqué à la diaspora. Vous avez bien dit les choses. Tant que, à l'intérieur du pays, on n'a pas une opposition structurée, réunie, unie, eh bien, on ne peut pas attendre mieux au niveau de la diaspora. Tout à fait. Car c'est sur le terrain que l'on doit faire fonctionner le moteur. Le moteur est là. Le moteur, voilà. Et au niveau de la diaspora, c'est en quelque sorte... Il y a la courroie de transmission. La courroie de transmission. Voilà. Et puis la tête. Voilà. Donc, voilà. Il y a la superstructure et l'infrastructure. L'infrastructure, c'est au pays, mais ici, la diaspora, c'est une superstructure. Donc, nous venons en appui moral, psychologique, intellectuel, à l'opposition du pays. Et quand on a dit ça, j'aimerais quand même que... parce que vous êtes quand même un des soutiens de Jean-Marie Michel Moukoko. Vous êtes un de ceux qui se préoccupent du sort de ce monsieur. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. C'est effectivement un de ceux qui s'était présenté à l'élection présidentielle en 2016. En 2016. Voilà. Et il avait été déclaré vainqueur. Et alors, comme nous sommes en dictature, il se trouve en prison et cela fait déjà des années, 10 ans quand même, 10 ans et plus qu'il est en prison. Et 10 ans c'est trop.
10 ans c'est trop pour un innocent, pour quelqu'un qui n'a rien fait de tort, qui n'a rien fait de mal à personne. Et vous, malgré ce nombre d'années passées, vous n'avez pas oublié ce monsieur. Au point où, profitant de la date du 15 mars 2026, le jour donc de l'élection présidentielle, vous avez jugé bon de convoquer les Congolais pour qu'ils se mettent en symbiose avec ceux de l'intérieur. Vous avez convoqué les Congolais de la diaspora au Champ de Mars, donc au pied de la Tour Eiffel, pour manifester, effectivement, pour décliner, pour condamner, pour critiquer, pour soutenir. Voilà, pour soutenir justement les populations du Congo, mais en pensant à la libération de M. Jean-Michel Marimokoko, de Jean-Michel Marimokoko et de M. Okombi. Le 15 mars, nous nous sommes donc retrouvés au Champ de Mars, aux Champs-Élysées, mais l'engouement n'y était pas. Les Congolais étaient absents, curieusement. Pourtant, nous savons très bien qu'au niveau de la place de Paris, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de groupuscules qui se revendiquent la paternité, je sais pas moi, qui se disent conseillers de Jean-Marie Michel Mokoko, qui se disent représentants, qui se disent voilà les autres représentants de Kombi. Et là, ce jour-là, on s'était retrouvés que quelques-uns. Voilà, nous sommes retrouvés que quelques-uns sur la place, au pied de. Et les images existent. Voilà, au pied de la Tour Eiffel. C'est quand même désolant. C'est vraiment désolant, mais c'est aussi ça le combat politique. Eh bien, quand on est chevillé, quand on a le combat chevillé au corps, eh bien, on ne recule pas. Non. On ne recule pas. Et donc, du coup, à partir par rapport à cet événement que vous avez créé, et est-ce que vous avez reçu un feedback, donc des retours, des contacts vous rassurant de leur soutien, voilà, des personnes qui ne sont pas venues mais qui de loin ont assisté, et qui vous soutiennent et qui vous demandent de continuer sans relâche? Alors, j'ai reçu seulement 2 messages de ceux qui ne pouvaient pas venir, donc ils m'ont prévenu, parce qu'ils avaient d'autres raisons. Il y a un qui était, je crois, facteur dans le bureau de vote, c'est le frère Michel Pandi, et Thierry Ifunza, je crois, c'est ça, docteur Thierry Ifunza, qui avait fait un calendrier aussi, qui l'empêchait donc de venir. Bon, oui. Mais quant aux autres, la majorité, moi je dirais, il n'y a eu aucun message. Même ceux qui font des vidéos, qui parlent un peu de Mokoko, ils ne se sont même pas dérangés, quoi. Pour les 10 ans d'enfermement de notre grand frère, de notre icône, qui a mobilisé des masses à travers le territoire national, sur l'étendue, hein, que ce soit au nord, au sud, au centre, ou même à l'ouest et l'est, il a mobilisé des gens. On a vu l'engouement immense. 10 ans après, on organise un message de soutien pour ces 10 ans d'emprisonnement. On n'était que quelques têtes de Congolais engagés pour le soutenir. Un frère est venu de Lyon, un autre qui est à Paris, et toi tu étais là, et le chanteur Youth Band aussi qui était venu, et un jeune qui est souvent avec nous, un grand militant, Mapa était là. Il y avait Rodrigue. Voilà. C'est quand même étonnant. Bon, on a fait un peu quelque chose, mais enfin oui, il fallait bien faire quelque chose. J'avais le mégaphone, donc on a mis un peu la musique. Mais au fond de nous, on était quand même, on n'était pas fiers. D'un événement comme celui-là, de soutien de deux prisonniers personnels, moi je dis, hein, de Sassou Nguesso, depuis 10 ans. Ne pas s'en rabeller, ne pas se retrouver pour penser à eux. Ce jour de 15 mars 2026, c'est le jour où a lieu la mascarade, la nouvelle mascarade électorale de Sassou Nguesso au Congo. On sait que quand Sassou organise une élection, c'est une farce.
ils coupent Internet, ils coupent tous les moyens tous les moyens de communication pour que rien ne se sache. Proclamer ces résultats, mais pour moi, je dirais, ça ne compte pas, puisque c'est du 100%. Voilà, 100%. Oui. Moi, j'ai reçu des informations du pays, des images, des gens qui sont en train de remplir les fiches de vote. De bourrer les urnes. De bourrer les urnes, voilà. Et au vu aussi, tout le monde, hein, parce qu'on a les images. Donc c'est un sport national dans le code de Sassou, donc ça c'est une banalité, quoi. Voilà. Donc pour lui, il n'y aura... Qu'est-ce qu'on peut attendre? Non, rien. Il a toujours fonctionné comme ça. Pour lui, c'est un pouvoir personnel. Personne ne peut sortir de là, sauf la mort. Ok. Donc pour le moment, il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut craindre, c'est de créer du Congo une dynastie. Que le pouvoir soit transmis de père en fils, quoi. Et ça, il faut vraiment se préparer. Si on continue avec la même naïveté, la même nonchalance, c'est sûr que ça va arriver, ça. Ça va y arriver. Hein. Ouais. Ça va arriver. La preuve, il a fait d'Oyo la première ville du Congo. Oyo, c'est la première ville du Congo, il y a tout là-bas. Hein. Même le cimetière sans pavé de marbre, c'est éclairé là où il a enterré sa fille et puis ses parents, quoi. Voilà. Et quand il organise le dépôt de fleurs, tous les députés, tous les sénateurs accourent là-bas au Oyo, quoi. Mais c'est impensable. C'est une affaire privée, mais les sénateurs, les députés, tout le monde. Tout le gouvernement aussi. Voilà. Tous les membres du gouvernement doivent être présents. Voilà. Être présents. Ah oui, il faut être présent, sinon il n'y aura pas de vivre. Hein. Donc tout ça, mais les Congolais, il faut intégrer ça dans votre mentalité, quoi. Que c'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Mais jusque-là, c'est ce qui se passe. Les hôpitaux n'existent pas depuis longtemps. Les dispensaires qui ont existé, nous on s'est soignés dans le dispensaire quand on était à Poto. Mais tout ça, ça fermait. L'école, qui était l'école publique, qui fournissait toutes les fournitures, crayons, bics, ardoises, cahiers, tout. Ça n'existe plus. C'est aux parents de payer. Mais les parents n'ont pas de salaire. Voilà. Les enfants... Et puis, lors des campagnes, là, on a vu l'achat de conscience. Ouais. Comment on distribue les billets d'argent. Comment on distribue les billets tout cela, c'est illégal. Aux gens qu'on a fait venir, quoi, voilà. C'est illégal. Ça ne se fait pas dans une république. Non, jamais. Et déjà que le pays est surendetté, déjà que le pays est incapable de payer des salaires, de payer les fonctionnaires, de payer les retraités. Mais, diable, d'où vient cet argent que l'on distribue comme ça dans les rues, à coups de rein? Il suffit que la personne en face se mette à danser, on vient lui mettre poser les billets sur le visage. Sur le front, voilà. Et puis, d'où vient cette république, finalement, depuis que Sassou Nguesso est là? Il fait ce qu'il veut. Où Sassou Nguesso passe dans les villages, on lui donne, je sais pas, en cadeau les queues de lièvre, les queues de bœuf, les queues de gorille et tout. Mais finalement, il doit avoir un palais chez lui, dans son palais là-bas. Il doit avoir c'est tout son fétiche, oui, bien sûr. Garage. Où il n'y a que ça. Les statuettes, les queues de lièvre, de chibichi ou quoi. Mais ce n'est plus une république, ça. Pas du tout. Ce n'est plus une république. Il faut faire un choix. Ou alors on crée, je ne sais pas moi, un royaume à partir de ce moment-là. On va se vêtir avec les peaux de lion. C'est ce qu'il veut faire. Mais dans une république, c'est pas normal. Et ça sont des choses à décrire. Il faut dénoncer cela. Et vous avez des membres du gouvernement, vous avez des gens instruits qui suivent et qui copient. C'est quand même aberrant. Et j'ai même appris quoi? Qu'il est en train de préparer son petit-fils, dont le fils de sa fille, pour pouvoir le succéder éventuellement. Voilà. Omar Bongo est en train d'être préparé, conditionné pour être le président du Congo. Voilà. Donc, alors, tout est possible. déjà qu'elle dit à la jeunesse que dans la fonction publique, n'espérez plus, il n'y a pas de poste, mais il est là quand même à réfléchir, à cogiter, bon, qu'est-ce que l'avenir de son petit-fils et tout ça là. Et le peuple, dans tout ça, est mis à côté. Mais bien sûr. C'est vraiment... C'est pas son problème, ça. Le peuple, c'est pas son problème. Je vais
quand même dire un mot parce que par rapport à justement, parce que toujours cette élection présidentielle, donc cette opposition qui est allée à l'élection, donc les six opposants, ils étaient 7 en tout. Enfin, les candidats, là. Voilà. Donc les 6 autres là de l'opposition qui se sont présentés. C'est vrai que beaucoup de Congolais leur font le procès. On les accuse de faire d'avoir accompagné le président, l'initiation des cieux et tout. En tout cas, ils auront du mal à démontrer le contraire. Mais qu'à cela ne tienne, ces gens sont suffisamment adultes. Ils sont libres, c'était leur devoir. Ils ont pensé que leur devoir c'était de se présenter, mais sauf qu'ils n'ont pas écouté le peuple. Et au jour d'aujourd'hui, nous regardons sur les réseaux sociaux, sur la voie des ondes, les mêmes qui sont en train de pleurnicher. Bien sûr. Ils pleurnichent comme quoi Internet était fermé, comme quoi, comment dirais-je, les urnes sont bourrées, comme quoi les frontières étaient fermées. Voilà, ils sont en train de dénoncer les irrégularités, alors qu'ils savaient très bien que ce système a toujours fonctionné comme ça. Et donc, c'était prévisible. Bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui accuser qui que ce soit. Il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se plaindre. Voilà. D'où cette invitation, y compris à cette opposition-là, vraiment, de faire un examen de conscience, un bilan, et d'en tirer les conséquences. Oui. Et puisque nous allons vers la fin de notre émission, donc aujourd'hui, en fait, la question n'est plus de dénoncer ce qui s'est passé. Elle est désormais de savoir si l'opposition et la diaspora sont capables de se réinventer, de tirer les leçons de leurs limites et de proposer une stratégie à la hauteur des enjeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben oui, mais naturellement, puisque nous sommes des Congolais, on ne peut pas se tirer quelque part ici, mais pour dire que tant pis pour eux. Ah ben non, nous avons des parents, nous avons des familles, nous avons notre peuple. Donc on ne peut que essayer de proposer des schémas de fonctionnement. D'autres schémas peut-être, mais il faut penser à d'autres schémas, parce que jusque-là, l'opposition, mais qui est sur le terrain, ne se montre pas dans des actions concrètes. Moi, quand je pose un peu la question à certains, est-ce qu'il lui arrive de sortir un peu pour aller voir ce qui se... J'ai l'impression, j'ai pas de retour. Mais il faut quand même oser faire quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui manque toujours depuis que ce soit plus le pouvoir. Après un coup d'État, ceux qui se réclament de l'opposition n'ont pas fait grand-chose. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. N'ont pas mené des actions pour pouvoir montrer qu'ils sont capables aussi de faire peur. Faites peur. Mais ne rien faire, vous n'allez pas créer une psychose dans leur esprit. Alors qu'il faut la créer. S'aimer la terreur. Mais c'est comme ça que le Mandela a fonctionné avec ceux qui étaient avec lui. S'aimer la terreur. C'est pas en plein jour. C'est ce que Sassou a fait du temps de l'Issouba. Mais bien sûr. Puisque Elever Mouani s'était permis de dire, dire clairement que ils avaient sémé la psychose et la terreur pour. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Les moyens existent pour faire ça. Ne faites pas ça dans votre quartier, mais là où ils vivent. Mais s'aimer la terreur, ne pas faire ça, c'est terrible. Tant qu'eux, ils n'auront pas peur, ils auront toujours cette tranquillité. Personne n'a le droit d'avoir la tranquillité dans les mêmes conditions. Non. Ça, c'est une idée. Si vraiment ne fait pas ça, le pays sera livré. Donc la famille, c'est pour toujours, quoi. C'est vrai. Nos enfants, les enfants n'auront plus rien. Et là, non. Alors donc, la conclusion de cette émission vous appartient, mais avant d'en arriver là, je voudrais juste dire une chose. Dans le cadre de votre association, parce que vous avez suffisamment démontré ici que quasiment toutes les associations ont été démembrées, ont été désossées par depuis 2020, depuis 20 mars 2016. Voilà, exactement, ont été complètement désossées. Et par rapport à votre association, est-ce que vous entendez la relancer? Bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. On va essayer, même si les membres ne sont pas tous visibles, on va essayer quand même
On doit quand même faire quelque chose, hein. On peut pas rester comme ça. C'est tout à fait normal. Mais moi, je communique beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je ne fais que ça pour essayer de solliciter un peu tout le monde. Donc, moi, je suis lu. Mais les gens qui se cachent, qui se terrent, mais c'est pas à faire parce que la vie, il faut la mener. Pour soi et aussi pour les autres. La vie, il faut la mener pour soi et pour les autres. Voilà. Il faut que chacun trouve vraiment son bonheur. Exactement. Mais s'il n'y a que toi qui trouves vraiment ton bonheur et les autres sont dans une misère effroyable, toi-même, tu ne vas pas te sentir vraiment heureux. Parce que le regard de celui qui est misérable ne se fera jamais plaisir. Exactement. Donc un regard doit faire ce plaisir. Voilà, c'est ça. C'est dans le cerveau. C'est ça. Alors, oui, alors donc, justement, donc avant de conclure, hein, nous avons, quand nous examinons la situation dans notre pays, le Congo-Brazzaville, nous avons toujours pensé, en fait, notre regard, nous avons toujours fait un focus sur, quand on essayait d'examiner les causes des crises permanentes, là, nous avons toujours pensé que ce sont des crises politiques, idéologiques, obédientielles, confessionnelles, etc. Mais par contre, il y a un intrus que nous avons toujours ignoré, c'est l'homme. C'est l'homme. Oui, l'homme. Et dans la situation de notre pays, moi j'ai remarqué que le constat que je fais, c'est que l'État n'existe pratiquement plus. Il n'existe qu'à travers d'un homme. Et l'homme en question, c'est Denis Sassou Nguesso. Alors moi je me dis, finalement le problème du pays, il ne devrait pas être compliqué, difficile à régler. Parce que, en fait, il suffit juste de retirer. De retirer la cause du mal pour que les choses rentrent dans l'ordre. Pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, je pense que Sassou est le problème de notre pays. C'est l'unique problème. Nous, il faudrait pas qu'on se batte entre nous et tout. Non, le problème, et il est là. Il est là, il est connu. Il est là. Il suffit juste de lui donner congé, qu'il prenne congé, qu'il abandonne le tablier et les autres vont prendre le relais. Oui, tout à fait, oui. Et là, quand on l'écoute, il dit il va préparer les nouvelles générations, préparer la relève. Mais à quel moment il va préparer la relève? Il ne sait pas passer le témoin. Sinon, il l'aurait fait. 42 ans de règne, ce n'est plus de la démocratie, ça. Plus que ça. Ce n'est plus de la démocratie. Plus que ça. Donc, ce n'est pas du tout, oui, mais c'est pas du tout normal. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme Sassou Nguesso qui est le problème de notre pays. C'est le mal, c'est le démon, c'est vraiment l'incarnation du mal. Exactement. Et donc, c'est à l'opposition de s'organiser, de se restructurer, de se mobiliser pour, effectivement, viser la bonne cible. Bien sûr, en étant solidaires les uns les autres. En étant solidaires les uns les autres. Dans le même camp. Viser la bonne cible. Dans le même camp. Voilà. Alors donc, Monsieur Fernand Loubello, puisque nous arrivons au terme de notre entretien, je vous proposerai plutôt de vous adresser à la diaspora. De vous adresser à la diaspora pour l'inviter effectivement à revenir sur la place publique, sur la place de la République, à revenir sur la place de l'Union pour envisager le futur de la diaspora. Donc vous avez la parole pour conclure cette émission. Bien. Mais pour la conclusion, mais c'est pas très compliqué. Le constat est quand même très clair. Hein. Depuis le 20 mars 2016, après cette élection pour laquelle le candidat Moukoko serrait normalement le président du Congo, mais il en a été privé, la diaspora a été complètement désossée. Désossée. Il n'y a plus rien. Moi, je pense qu'il faut revenir dans cette analyse sur la situation de notre peuple et de notre pays. On prendra bien conscience que ça ne va pas du tout et que si nous restons chacun dans son coin, rien ne changera. Rien ne changera. Donc il faut qu'on se concerte pour essayer de nous mobiliser et avec des convictions beaucoup plus solides que ça. Nous savons que Sassou ne quittera pas le pays, non, pas le pays, le pouvoir de lui-même, sauf si Dieu vraiment
je le rappelle, il ne quittera pas le pays, le pouvoir non plus. Et il y a même un risque qu'il le transmette à un de ses enfants, de ses descendants, ou son petit-fils, nous on entend parler qu'il est en train de le préparer, quoi. C'est pas pour rien qu'il est toujours près de lui, quoi. Donc il y a une sorte de transfert de mimétisme, mais qui s'opère entre les deux. Mais nous, diaspora, nous devons être conscients que nous avons un rôle à jouer. Et il faut qu'on le reprenne efficacement pour exister sur le terrain en étant en relation avec ceux qui se réclament de l'opposition. Même si cette opposition est quasiment éparpillée, nous devons tout faire pour qu'elle se retrouve. Car une main ne peut pas laver le visage 2 fois mêlant au feu d'eau pour laver tout le corps. Une main peut quand même laver le visage, mais pour laver tout le corps, il faut quand même les 2 mains. Donc il faut qu'on soit donc unis et solidaires les uns des autres pour pouvoir essayer de faire changer les choses, de faire bouger les choses de l'intérieur. Et ça, c'est important. Parce qu'avoir une opposition qui ne mène aucune action visible, c'est quand même une tristesse vraiment profonde, quoi. Une opposition qui ne tente rien, il y a un vrai problème. Bon, on peut comprendre la peur qui est au-dessus, mais il y a d'autres moyens quand même qui peuvent exister pour faire peur quand même à ces gens-là. Les moyens existent. On a des cerveaux pour penser quand même. Et les moyens qu'il faut utiliser pour faire peur. Mais ne pas faire peur à ceux qui vous font peur, c'est quand même, c'est vraiment décevant. Donc nous devons arriver à faire peur à ceux qui nous font peur. Il n'y a que comme ça qu'on pourra aussi nous craindre. Voilà, c'est ça le message de la diaspora. La diaspora, il faut se réveiller, reprendre le témoin pour arriver donc à bon port, tôt ou tard. Voilà. Très bien, Monsieur Fernand Lebello. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir accordé ce temps à la chaîne Lumière du Congo. En tout cas, nous sommes ravis et la lutte pour les lendemains meilleurs est lancée. Et ce n'est donc pas la dernière fois que nous nous voyons. Et donc, nous aurons d'autres occasions et dans un court délai, parce qu'il y a d'autres thématiques qu'il va falloir aborder. Très bien. Encore une fois de plus, merci. En tout cas, merci. Et merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Okay. Merci.